questions de l'espace, aux questions épidémiques, surmonter les questions socio-économiques dont dépend l'avenir de l'humanité. Parmi nos contacts diplomatiques à Kazan, nous pouvons tirer une conclusion. Il est clair que la confrontation et l'hégémonisme ne résout aucun problème. Le sud et l'est de la planète doivent prendre des décisions en fonction de leur spectre de la vie internationale. Le résultat de cette activité politique renforce les relations interétatiques en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que ce soit par l'ASEAN, par l'espace euro-asiatique, la CEI, l'Organisation de sécurité collective, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération dans le Golfe arabo-persique, avec des nouveaux projets. Pour ce qui est de l'Afrique, les membres de l'Union africaine ont permis un enrichissement, mais notamment avec un échange de biens à des coûts inférieurs, avec des pratiques néocoloniales, en s'écartant des pratiques néocoloniales de l'Occident. Un processus analogique a lieu en Amérique latine et bien sûr en Asie, beaucoup qui joue aujourd'hui un rôle moteur dans l'économie mondiale. Nous voulons mettre en place des liens horizontaux entre les systèmes d'intégration grâce aux BRICS qui, au niveau mondial, représentés par les États de base, chacun dans leur région. Les BRICS peuvent servir d'éléments harmonisateurs pour la structure qui va permettre une coordination en douceur d'une intégration des pays du Sud et de l'Est. Notre vecteur, c'est la dédollarisation, dont j'ai déjà parlé, la dédollarisation du système financier international. Je tiens à rappeler que les règlements financiers entre la Russie et d'autres pays s'est élevé à 90%, et avec les pays des BRICS, nous avons 65% de règlements en devise nationale, et ce chiffre augmente. La Russie continuera à jouer un rôle important dans ce processus, compte tenu de notre position de la 4e économie du monde selon les données du Fonds monétaire international et de notre position en tant que puissance financière. Nous allons créer de nouveaux plateformes de règlement. Cela a été commencé sous la présidence russe et cela va être continué par la présidence brésilienne en 2025. Certains experts, prédisent non seulement le renforcement du rôle de devise nationale, mais encore la création de certaines macro-régions avec leurs standards de régulation et avec des chaînes de valeur ajoutée, alors que les États-Unis ont fragmenté le système international mondial. La confiance aux États-Unis se diminue et nous allons continuer à renforcer le rôle de plateformes telles que l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous allons renforcer nos relations avec d'autres structures sur le continent eurasiatique et sur d'autres continents. Nous allons ouvrir de nouveaux horizons de coopération mutuellement avantageuses pour tous les acteurs du marché. Nous allons promouvoir le concept d'un grand partenariat eurasiatique et cela permettra de créer une base pour mettre en œuvre une autre initiative du président Poutine, celle de créer en Eurasie une architecture de sécurité commune indivisible, une architecture qui soit ouverte à tous les États et à toutes les organisations de notre continent qui sont prêts à rechercher des points communs. Et à ce sujet, nous avons consacré une conférence internationale qui s'est tenue il y a quelques jours à Minsk avec la participation de plusieurs pays européens, de plusieurs organisations européennes
et notamment d'autres continents. Nous voulons que les parties du continent africain, qui est riche en ressources naturelles, déterminent eux-mêmes de leur sort sans aucune ingérence étrangère. Nous voulons qu'ils résolvent leurs problèmes pour qu'ils contribuent à la création d'un monde multipolaire. Je tiens à souligner encore une fois que nous ne renonçons pas à un dialogue avec l'Occident, mais nous avons tiré des conclusions du fait que nos partenaires occidentaux ont renoncé soudain à tous leurs engagements, au fait qu'ils ont sapé la confiance en occidentaux. Si jamais les Occidentaux sont prêts à créer et construire des relations sur la base du respect d'intérêts communs, nous allons traiter leurs propositions en fonction de nos intérêts communs, de nos intérêts nationaux. En juillet, sous la houlette de la présidence russe au Conseil de sécurité de l'ONU, se sont tenus des débats ouverts consacrés au principe de la coexistence des pays dans un monde multipolaire. Nous avons proposé une série de mesures visant à rétablir la confiance et à stabiliser la situation internationale. Nous allons continuer ce dialogue au sein d'autres plateformes internationales, notamment cette année, ce mois, à Rio de Janeiro. Nous allons promouvoir cela lors du sommet du G20. Pour le moment, les négociations ne se déroulent pas bien. L'Occident, il essaye de tirer des avantages de sa propre position. Malheureusement, il essaye de privatiser les secrétariats d'organisations internationales. Cela est manifeste dans l'organisation dans l'OSCE et cela est manifeste dans les travaux du secrétariat des Nations Unies où, parce qu'il y a des critères inefficaces de la création du secrétariat, où il y a une présence excessive des pays occidentaux. Et malheureusement, les dirigeants de l'OSCE et les dirigeants du secrétariat des Nations Unies, ils commencent à respecter les intérêts des pays occidentaux. Il y a longtemps, j'ai lu un message dans l'agence RIA Novosti. Là, il a été publié une déclaration du secrétaire général de l'ONU lors d'un point de presse. Il a répondu à la question concernant les projets de la Russie et de la Corée du Nord sur le plan militaire. Et alors, le secrétaire général, il a répondu que que tout cela était un sujet d'une grande inquiétude du secrétaire général parce que cela entraîne l'internationalisation du conflit ukrainien. Et donc, le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé fermement pour le règlement du conflit ukrainien, conformément à aux résolutions de l'Assemblée générale et à la Charte des Nations unies. J'ai deux commentaires à faire à ce sujet. En ce qui concerne l'internationalisation du conflit ukrainien, le secrétaire général s'en est souvenu 2 ans après que l'Occident a préparé l'Ukraine pour la guerre. Cela a été fait sur le terrain. Et nous avons déjà présenté beaucoup de faits concrets en la matière, mais là, il y a 2 ans, le secrétariat général, le secrétariat des Nations Unies ne s'associait pas de l'internalisation des États-Unis. Nous voulons bien sûr respecter la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, et je tiens à rappeler à cet égard que l'Occident, il réclame de restaurer les frontières ukrainiennes de 1991 et en ce faisant, il évoque les principes de la Charte des Nations Unies, notamment le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il évoque l'Assemblée générale, la résolution de l'Assemblée générale qui a été adoptée en respectant les appels ukrainiens à rétablir l'intégrité territoriale.
Et donc, dans la Charte des Nations Unies, il y a une telle provision, mais en fait, ce n'est qu'une partie de la vérité. Parce que dans la Charte des Nations Unies, avant de parler de l'intégrité territoriale, on reconnaît le droit des États à l'autodétermination. Et cela a abouti au processus justement de la décolonisation dans le monde. Cela a été fait grâce à ce droit d'autodétermination. Et la résolution des Nations Unies, bien avant le conflit ukrainien, les résolutions de 1970 stipulaient que les pays devraient baser leurs relations sur la Charte des Nations Unies. Et là, il a été écrit que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale des pays qui exercent le droit à l'autodétermination. Mais il a été écrit que le gouvernement de ces pays doit représenter l'intégralité et l'ensemble de la population de ce territoire. Et après le début de l'opération militaire spéciale, un tiers des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas respecté cette résolution. Et alors, les putschistes qui ont violé ce principe des Nations Unies et qui ont mené un coup d'État en Ukraine et qui ont pris le pouvoir, ils se sont fixés l'objectif d'éliminer tout ce qui est lié à la langue russe en Ukraine. Et en Crimée, ils voulaient même prendre d'assaut le Parlement en Crimée. Et ce gouvernement ukrainien, est-ce qu'il représente la population du Donbass et de la Crimée? Et alors, le secrétaire général, il doit parler plus précisément du droit international, et donc il faut lire la Charte des Nations Unies totalement. Et non seulement une partie de cette Charte des Nations Unies qu'ils veulent utiliser. Parce que parfois, l'Occident, et le président russe en a parlé plusieurs fois. Lorsqu'un pays il veut devenir indépendant, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation du centre régional de ce pays. Et donc, il s'agit de l'article 1er de la Charte des Nations Unies. On ne peut pas manquer cet article. Et là, il est écrit que tout le monde doit respecter les droits de tout citoyen, de tout homme, quelle que soit sa religion, sa race et sa langue. C'est la Charte des Nations Unies également. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies, voilà, il devait parler ainsi du conflit ukrainien. Et M. Guterres n'a rien dit sur l'élimination officielle de la langue russe dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias et dans la vie quotidienne en Ukraine. Et je n'ai entendu aucune déclaration concernant la loi adoptée récemment sur l'élimination de l'Église orthodoxe ukrainienne.